Einstein rêvait de trouver une théorie générale et uniforme du domaine, une équation simple qui pourrait expliquer tout processus fondamental dans la nature, de l'union des atomes au mouvement rotatif des galaxies. Aujourd'hui, la science est très proche d'effectuer le rêve d'Einstein. Le noyau de l'atome nous offre la preuve d'une élégante simplicité sous-jacente dans la diversité effrénée de l'univers. Aujourd'hui, de nouvelles théories uniformes apparaissent qui révèlent des indications de cette simplicité fondamentale. Le prix Nobel Physics de 1984 a été accordé par certaines expériences qui ont confirmé ces nouvelles théories. L'expérience et la théorie indiquent que l'univers a commencé dans un état de simplicité parfait. La preuve de cela a été consommée avec la chaleur de la grande explosion au début de l'époque. Nous avons une connaissance approximative de l'histoire de l'univers à partir d'un centième de seconde après les grandes explosions, quelque chose d'extraordinaire que je peux dire cela, et il est encore plus extraordinaire que je puisse dire sans que des hommes avec un manteau blanc ne viennent et ils m'éporteront d'ici. Une partie de l'histoire que nous avons spécifiée avec une approche suffisante car les fossiles et les vestiges du passé ont été laissés qui nous disent que notre théorie est vraie. La cosmologie fournit en quelque sorte une sorte de champ de test pour l'une des théories sur les particules physiques élémentaires. Nous ne pouvons pas observer l'univers primitif, mais ses conséquences dans l'univers actuel. Qu'est-ce que c'est? Je ne pouvais pas le définir. Il fait froid, il est impersonnel, c'est la machine, si vous le souhaitez, que vous nous avez créée. Avec cela, ce que je veux dire est ce qui suit. Jusqu'à ce que le dernier atome de notre corps soit dans un temps à l'intérieur d'une étoile. En ce sens, nous sommes tous des frères. Pour connaître l'atome, nous devons connaître l'univers. Et pour connaître l'univers, nous devons connaître l'atome. Dans une confluence du grand et du petit que le cœur d'Einstein aurait rejeté, la recherche de simplicité fait face à la science avec l'énigme éternelle de la création. La création de l'univers. Première partie. Le micromundo. Merci de regarder la vidéo. Quand j'étais enfant, je m'apportais sur mon télescope au bord de la mer, j'ai pointé le paradis et regardé ce que je pensais que c'était l'univers. J'avais lu dans les livres de l'astronomie que ce que nous voyons dans le ciel est le passé. La montagne russe, par exemple, est un groupe d'étoiles à 75 années-lumière. Cela signifie que la lumière des étoiles de la montagne russe met 75 ans à voyager dans l'espace jusqu'à ce que nous atteignions notre système solaire. Si l'on a la chance d'avoir 75 ans, il peut voir les montagnes russes car c'était le jour de sa naissance. Ce groupe d'étoiles est plus loin. C'est dans la constellation d'Hercule, 27 années-lumière. Ce qui signifie que nous le voyons tel qu'il était il y a 27 ans. Alors qu'il n'y avait pas de ville humaine sur la surface de la Terre et que l'arc et la flèche n'avaient pas encore été inventés. Une façon d'étudier l'histoire de l'univers est d'observer l'espace. Mais l'univers après tout n'est pas seulement les étoiles et les galaxies de l'espace. Il est également ici dans notre pays. Nous vivons dans l'univers, et les objets de tous les jours sont pleins de signes d'histoire cosmique. Chaque pierre d'une plage est une galaxie d'atomes. Et ces atomes ont une histoire qui remonte au-delà de l'histoire de la Terre. Avant la formation de la Terre, ces atomes dérivaient dans l'espace interstellaire. Avant cela, certains d'entre eux feraient partie des stars aînées. Les particules subatomiques qui constituent ces atomes pourraient trouver leur origine en remontant il y a 15 millions d'années jusqu'au début de l'époque. Dans ce programme, nous explorerons l'histoire et l'origine de l'univers. Nous allons admirer le petit monde des particules subatomiques et l'élever aux bordures cosmologiques de l'espace et du temps. Notre espoir est d'apprendre quelque chose sur la façon dont les choses sont devenues ce qu'elles sont. Les indices pour essayer de résoudre cette énigme sont là partout autour de nous. Sharpation des gratte-ciel dans le district de Wall Street, dans le Lower Manhattan. Plus de 2 km d'ici au nord, il n'y a pas de bâtiments élevés. Et plus tard, dans le centre de Manhattan, les gratte-ciel se reproduisent. C'est un développement naturel. Sa destination a été marquée des centaines de millions d'années, lorsque la lave en fusion a traversé la vallée de la rivière Hudson et le lit de roche sur lequel la montée de la ville a été pliée en raison de certains processus géologiques. Le résultat a été quelques montagnes souterraines. Comme les gratte-ciel doivent être basés sur des lits de roche, la forme sinueuse de la ligne de l'horizon de Manhattan retrace les contours d'une chaîne de montagnes souterraines ici où nous commençons notre exploration du royaume de l'atome et des abysses du passé. Times Square est le plus non naturel que l'on puisse imaginer et doit également une grande structure à son histoire naturelle. Les processus planétaires qui lui ont donné leur forme sont généralement trop lents afin que nous puissions les apprécier avec l'échelle de temps de l'homme. Mais imaginez un voyage dans le passé à un rythme accéléré. Nous pouvions donc voir comment Times Square avait pris. Voyons-le, nous allons marcher vers le passé à un rythme d'un siècle par étape. Un siècle est un siècle, Times Square, alors connu sous le nom de Longacre Square, était un endroit sombre et dangereux, un paradis pour les voleurs. Sa transformation dans le Gran Via Blanca, un endroit plus brillant et plus sûr, était due à la physique appliquée de Thomas Alva Edison et de son invention, la lumière électrique. 200 ans avant cela,
Times Square était le travail du sol. La famille Hopper a cultivé des choles à Broadway et sur 51 Street, combien de pas plus loin dans le passé, et Broadway était un chemin indien. Il y a seulement 70 pas en arrière, il y a 7000 ans, et Manhattan a toujours été découvert par les Indiens. Un peu plus d'une centaine de pas et nous avons atteint l'ère du mastodone. Les mastodons paissent à une époque ici, à Central Park. Seulement 150 étapes sont suffisantes pour nous placer au cours de la dernière période glaciaire, lorsque Manhattan a été enterré sous une grande couche de glace de plus de 300 mètres d'épaisseur. Cette chanson roulée est ce que les géologues appellent un glaciaire erratique. Il a été traîné ici par la masse de glace dans son avance. Et, vous pouvez toujours voir comment ces roches ont été exposées, ont été polies par le glacier dans son chemin vers le sud. Mais ces rochers sont des millions d'années. Pour atteindre ce point du passé jusqu'au rythme d'un siècle par étape, nous devions marcher vers le pôle Nord. Et le terrain est de milliards d'années. Pour aller si loin dans le temps, le monde entier devrait être retourné. Les scientifiques gèrent de grandes figures comme celles qui utilisent ce qu'ils appellent exponentielles. Par exemple, des pouvoirs de 10. 10 élevés à la deuxième puissance sont 10 fois 10, c'est-à-dire 100. 10 élevés à la troisième puissance sont 10 fois plus ci-dessus, c'est-à-dire 1000. Cette fois, nous imaginons que nous pouvions marcher vers les abysses du passé exponentiellement, de sorte que chaque étape que nous faisons vers le passé était 10 fois par le temps parcouru par l'étape précédente. Les gouffres de temps. Oh, Terre, quel changement vous avez assisté. Où aujourd'hui les rues régneraient à une époque le calme de l'océan. Les collines sont des ombres et changent encore et il ne reste plus rien. Les terres solides sont dissoutes sous forme de brume, car les nuages sont moulés et disparaissent. La Terre est vieille, mais les atomes sont plus âgés que la Terre est composée, et l'air, et moi et cet arbre. Et, nous pouvons étudier les abysses de l'histoire cosmique en observant la nature à une échelle atomique et subatomique. Et l'échelle subatomique, que nous examinons l'univers des très petites preuves plus petites que nous trouvons du passé. Les fleurs de cet arbre sont jaunes, sa forme et sa couleur sont le produit de gènes plus âgés que la même plante. Les gènes se forment successivement sur des molécules de l'acide désoxyribonucléique ou de l'ADN. Les molécules deviennent visibles avec une augmentation de 10 millions de fois leur taille. Chacun est une bibliothèque d'informations génétiques accumulées tout au long de l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre. Étant encore plus, nous pouvons voir les atomes de carbone que les molécules d'ADN sont composées. Ils sont encore plus âgés que le même pays. Les limites externes de l'atome sont patrouillées par un cortex de particules chargées négativement, les électrons. Nous fixons la couche la plus interne de l'écorce électronique de l'atome de carbone. Nous abordons l'une des iguasses les plus fourmies et de magnifiques structures de la nature, le noyau de l'atome. Le noyau est composé de protons, colorés ici d'orange pour indiquer sa charge électrique positive, et d'autres particules électriquement neutres, les neutrons. Ces particules nucléaires se forment à leur tour par des trios de particules encore plus anciennes et de base, les quarks. Nous avons atteint le domaine des forces nucléaires. La force faible intervient dans le processus de désintégration radioactive. Alors que la force forte unit les quarks, les réseaux d'énergie entrelacés dans des formes que nous appelons la matière. La plupart de ce que nous savons sur les particules subatomiques a été découverte en accélérant les particules à grande vitesse, ce qui les fait frapper plus tard et étudier les restes qui émergent. Un physicien a comparé le processus en faisant deux montres suisses élégantes les unes contre les autres, puis en essayant de découvrir comment ils ont été conçus en étudiant les plateaux dentaires et les minuscules vis qui sauteraient dans l'air. Ce n'est pas à nouveau la méthode la plus subtile ou la plus élégante au monde, mais cela fonctionne. C'était le premier accélérateur de particules au monde. Il a utilisé des principes qui sont encore utilisés. Les particules chargées positivement, les protons, ont été injectés dans ce petit anneau où ils ont été soumis à un champ électromagnétique puissant. Comme les protons sont chargés positivement, ils sont attirés par la partie négative du terrain. Ensuite, la polarité du champ magnétique est inversée en faisant dépêcher les protons ici. Répétant le processus, vous pouvez les obtenir à grande vitesse jusqu'à ce que le déplacement de la spirale vers l'extrémité de l'anneau se heurte enfin à cet objectif. Ce prototype a été fabriqué à Berkeley, en Californie, en 1930, a fourni à ses inventeurs une bourse de $500. Avec cet argent, ils ont construit un deuxième accélérateur, 2 fois plus grand. Cela a été suivi par un tiers encore plus grand. Les accélérateurs de particules sont de plus en plus importants. La plus grande chose est l'accélérateur, la plus petite est l'échelle à laquelle ils peuvent tester les structures fondamentales de la nature. Et je me retrouve au milieu de l'un des plus grands accélérateurs de particules au monde. Il s'agit de Fermilab dans les plaines de l'Illinois. Il fonctionne très similaire au premier accélérateur, en utilisant l'énergie électromagnétique pour faire pivoter les particules autour de l'anneau. Mais l'anneau est maintenant beaucoup plus grand. À Fermilab, il a 3500 mètres de circonférence. Dans un tunnel plus étroit qu'un tuyau de pompier enterré sous terre,
Les particules accélèrent jusqu'à près de la vitesse de la lumière, puis entrent en collision avec une cible préférée. Les explosions résultantes enregistrées dans des détecteurs comme celle-ci révèlent une grande variété de particules subatomiques qui interagissent à travers 4 forces fondamentales. Gravité, électromagnétisme et force nucléaire faible et forte. Selon la physique moderne, les particules et les forces sont responsables de tous les événements de notre monde, des plus exotiques au quotidien. Et ici Steve Bosco. Aujourd'hui est une magnifique journée pour le baseball. Merci à vous. La faible force nucléaire, le Soleil est occupé à libérer de l'énergie de sorte que les noyaux des atomes le transforment en 22 degrés agréable ici dans le stade Todjar. Le lanceur est déjà à la base et tout est prêt à commencer. Ce fut un coup magnifique. Sans aucun doute, bif, mais la force de la gravité de la Terre a tellement déformé l'espace qu'il semble qu'il sortira. Oui, il l'a pris. Eh bien, ce n'est pas exactement que je l'ai pris. C'est plutôt que le champ électromagnétique formé par les atomes de son gant a entouré le champ électromagnétique de la balle. Eh bien, quoi que vous disiez. Eh bien, voyons, qui vient maintenant? Il semble que ce soit Reggie. Le lanceur semble attendre le signal. Il a envoyé le ballon à l'extérieur. Il a réussi. Une carrière complète. Et Big Bar vous dit au revoir jusqu'au lendemain. Big Bar leur dit jusqu'à la prochaine fois et Steve Bosco dans sa 3e tentative est perdant à la maison. Le ballon de baseball et la batte sont principalement un espace vide. Sa solidité est une illusion créée par le domaine de la force électromagnétique qui maintient les atomes ensemble. Vista au niveau subatomique, une course complète commence par l'échange entre les atomes de la chauve-souris et les atomes du ballon. Le ballon est repoussé et s'éloigne. Nous blâmons le mérite de la pleine course vers le frappeur, mais la force fondamentale responsable est l'électromagnétisme. Infini à sa portée, c'est l'électromagnétisme qui nous apporte la lumière du soleil et des étoiles. La faible force nucléaire aide à améliorer le soleil et à présider le phénomène de la désintégration nucléaire. Dans le noyau de chaque atome, d'énormes quantités d'énergie sont stockées. Certains noyaux sont instables et ne peuvent pas conserver leur énergie pour toujours. Lorsqu'ils se désintègrent, c'est la force faible que les particules appelées bosons faibles portent qui régit le processus. Une force nucléaire forte unit les quarks à former des protons et des neutrons. Sans cela, il n'y aurait pas d'atomes et l'univers serait une confusion. La force forte est couverte par des particules auxquelles les physiciens appellent des gluons parce qu'ils agissent comme la colle la plus parfaite imaginable. La gravité, la force de l'attraction universelle de toutes les particules solides les unes avec les autres est la plus faible des 4 forces. Mais, la gravité a une portée infinie et attire toujours, ne repousse jamais. Cette insistance résolue à la gravitation le rend capable de maintenir l'équilibre entre les planètes, les étoiles et les galaxies. Mais pourquoi y a-t-il 4 forces? Et pourquoi diffèrent-ils si profondément de la nature? Einstein a essayé en vain de trouver une réponse à cette question. Il a cherché ce qu'il a appelé une image simplifiée et lucide du monde, un principe simple qui expliquait les différences incompréhensibles entre les forces et la grande variété de particules. Ce qui m'intéresse vraiment, a-t-il dit, c'est que Dieu avait une alternative dans la création de l'univers. Il a échoué dans sa tentative, mais n'a jamais perdu la foi dans laquelle, comme il l'a dit, Dieu est subtil, mais pas malveillant. Cette nature, bien que difficile à comprendre, devrait être à sa racine, au fond, simple et belle. Albert Einstein a passé les dernières années de sa vie dans ce bureau de l'Institut des études avancées de Princeton, New Jersey, travaillant à la recherche d'une théorie unitaire des forces de la nature. Il ne l'a pas trouvée. Les équations ont été inachevées au conseil d'administration le jour de sa mort. Aujourd'hui, les équations ont une apparence très différente et traversent des noms curieux que Einstein n'a jamais entendu parler comme supergravité et supersymétrie. Mais son objectif est le même. Revenir dans des éléments disparates de la physique. Aujourd'hui, la physique est un travail professionnel. Il existe des théories qui expliquent chacune des 4 forces fondamentales et le font merveilleusement bien. Ils peuvent prédire le comportement d'un électron s'éloignant dans une trajectoire en spirale d'une galaxie après leur explosion ou le comportement de ces photons qui arrivent du Soleil. Mais ils n'ont pas grand-chose à dire pourquoi les forces de la nature diffèrent si curieusement. Pourquoi, par exemple, il y a une charge électrique négative et une autre positive, mais elle n'existe pas, pour ce que nous savons jusqu'à présent, une gravité négative? Pourquoi les forces faibles et fortes ne fonctionnent-elles que dans le noyau de l'atome tandis que la force de gravité et l'électromagnétisme sont de portée infinie? La recherche d'une simplicité, l'espoir d'identifier la force fondamentale ou la particule élémentaire de la matière, est une constante dans l'histoire de la physique depuis l'époque de la Grèce antique. La théorie atomique était déjà une vieille idée lorsque Platon a débattu avec son disciple Aristote. Aristote a proposé qu'il y avait 2 forces fondamentales qu'il appelait légèrement, la tendance des substances légères à se lever et la gravité, la tendance des objets lourds à tomber. Le poète romain Lucrécio a popularisé la théorie atomique. Beautiful est le monde créé par les atomes.
Une alliance devient bien au fil des ans. Et pourtant, nous ne voyons pas les points d'or à partir du ring. Parce que l'or est fait de minuscules atomes. Avec le spiritisme du Moyen Âge, la théorie atomique considérée comme matérialiste a été oubliée. Émergée à nouveau seule à l'ère d'Isaac Newton, qui considérait le monde comme composé d'atomes ordonnés par la force de gravité. L'univers est comme une machine parfaite et la force de gravité qui le maintenait à ses orbites sur la Lune et les planètes. Dans les siècles suivants, les expériences de Robert Boyle, John Dalton et d'autres ont révélé que, comme l'a dit Ernest Rutherford, l'atome est un agrégat complexe, pas une entité simple. Rutherford a découvert des particules chargées positivement, les protons, dans le noyau de l'atome. Et James Chadwick a découvert ceux de la charge neutre, les neutrons. James Clerk Maxwell, dans la première théorie unitaire moderne, a montré que l'électricité n'est rien d'autre qu'un aspect de la force électromagnétique. Pendant un certain temps, on pensait qu'il n'y avait que deux forces fondamentales, l'électromagnétisme et la gravité. Mais le schéma de force a été compliqué lorsqu'Hideki Yukawa, Enrico Fermi et d'autres ont identifié deux autres forces qui n'avaient pas été détectées auparavant qui agissaient dans les limites du noyau atome, les forces nucléaires fortes et faibles. Avec le XXe siècle, l'identification non seulement de deux nouvelles forces est venue, mais aussi de beaucoup plus de particules. Einstein a montré que la même énergie se compose de particules, le nombre. Wolfgang Pauli a découvert une étrange particule appelée neutrino et l'existence de l'antimatière même étrangement a été formulée par Paul Dirac. La liste a continué d'augmenter. Il y avait des auberges, des muons et des pions. Fermi a dit, si je pouvais conserver le nom de toutes ces particules, cela aurait été botaniste. Les espoirs de trouver une particule élémentaire de base sont survenus à nouveau lorsque Murray Gell-Mann a suggéré que les protons et les neutrons sont formés par des particules encore plus petites qu'il a appelées quarks. Le concept de force était également simplifié lorsque Sheldon Glashow, Abdus Salam et Steven Weinberg ont démontré que l'électromagnétisme et la force faible sont des aspects d'une force simple, la faible force électro. Les expériences réalisées par Simon van der Meer et Carlo Rubbia ont confirmé la théorie de l'électrodébit. Cela a été suivi par des théories générales et supergénérales plus ambitieuses. Et au milieu des années, les espoirs que la physique pourrait être très proche d'atteindre une théorie unitaire définitive étaient très élevés. Trouver une équation simple capable d'expliquer la lutte des quarks et des étoiles. Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant est que le modèle standard, le schéma standard, est très élégant, est très puissant, explique beaucoup de choses, mais il n'est pas complet, il a des lacunes. Et l'un de ses grands défauts est difficile à expliquer. C'est un défaut esthétique. C'est trop compliqué. Il a trop de paramètres arbitraires. Nous ne pouvons pas imaginer le créateur en agissant 20 boutons pour établir 20 paramètres et créer l'univers tel que nous le connaissons. Depuis que les Grecs ont commencé sur cette voie de compréhension des atomes, les éléments de base de l'univers entier, nous avons eu le préjudice qu'il doit y avoir quelque chose de simple sous tout cela. Et 6 quarks, et 6 leptons, et ces antiparticules, et qu'ils sont de couleurs différentes et avec une charge différente, elle est trop compliquée. Et il y a un sentiment profond que l'image n'est pas belle. Et cette recherche de beauté, de simplicité et de symétrie a toujours été une constante infaillible, un indicateur de la façon dont vous devez travailler en physique. Nous n'avons pas encore reversé. Mais à mesure que nous nous approchons de lui, nous nous souvenons des insinuations d'une belle théorie sous-jacente de la beauté, nous ne pouvons qu'à l'heure actuelle. Nous ne savons pas que c'est vrai, nous ne savons pas qu'il existe une belle théorie sous-jacente, nous ne savons pas si, en tant qu'espèce, nous sommes assez intelligents pour découvrir ce qui est. Mais si nous ne supposons pas qu'il y a une merveilleuse théorie, nous ne le découvrirons jamais. À mon avis, il doit y avoir au bas de tout cela un non-coach, pas une équation totalement simple, mais une idée totalement simple, et pour moi, cette idée, quand nous la découvrirons enfin, sera si convaincante, si inévitable, si belle, que nous nous dirons, cela n'aurait pas pu être autrement. Les théories uniformes suggèrent que la nature fonctionnerait plus simplement dans des conditions de niveau d'énergie extrêmement élevés. Voyons l'électromagnétisme et la faible force nucléaire. À des niveaux d'énergie normaux, ils semblent très différents. L'électromagnétisme est transmis par les photons. Les photons sont des particules légères et peuvent parcourir d'énormes distances. Mais la force faible est autre chose. Il est transmis par des bosons faibles. Ceux-ci sont lourds et ne peuvent parcourir de courtes distances avant d'épuiser et de se désintégrer. C'est pourquoi la force faible est limitée à sa portée du noyau de l'atome. Mais les théories disent que la situation pourrait changer si nous réussissions à élever de la chaleur. Fend par l'énergie environnementale, une nouvelle particule appelée Z apparaîtrait, qui pourrait unir l'électromagnétisme et une faible force nucléaire en une seule force. Dans cette simulation informatique, nous verrons comment une particule Z désintègre et se combine à nouveau pour former un porte-électromagnétisme. Le photon se désintègre à son tour pour former une paire de porteurs de bosons faibles de la force faible.
Et les bosons sont à nouveau transformés en particules zeta. Ce qui était auparavant deux forces, maintenant, c'est la force électrodébit. Une façon de tester cette théorie était de rechercher des particules Z. Comme les salamandres, les créatures mythologiques qui habitaient dans le feu, les particules Z ne seraient développées que dans des conditions de niveau d'énergie extrêmement élevés. L'univers actuel est trop froid pour que les particules Z durent longtemps. Il trouverait même l'intérieur d'une étoile Superguirente. Lorsque la théorie de l'électrodébit a prédit pour la première fois qu'il devrait y avoir une chose de Z, aucun laboratoire du monde ne pouvait rassembler suffisamment de chaleur pour prouver cette prédiction. Et ce n'est qu'en 1983 que la science a réussi à allumer une étincelle suffisamment chaude pour faire apparaître la particule Z si elle existait. Cela s'est produit dans un laboratoire ici, à la frontière franco-suble. L'endroit était le CERN, un laboratoire international administré conjointement par 13 nations européennes. Comme d'autres accélérateurs de particules géantes, le CERN consomme autant d'électricité qu'une petite ville, mais ne fabrique rien. Les 6000 personnes qui travaillent ici sont occupées à une pure recherche. Merci de regarder la vidéo. Tout commence ici. Les particules accélérées sont des protons. Ils sont faciles à obtenir. Il y a au moins un proton dans le cœur de chaque atome de l'univers. Et ils sont économiques. Ces bouteilles d'hydrogène contiennent l'alimentation des protons d'accélérateur du CERN pendant une année entière. Elgas émet dans des bouffées infiniment petites à travers ces vannes contrôlées par ordinateur et monte à travers ce conduit. L'entête de l'accélérateur. Ces minuscules portions de gaz contiennent autant de protons que les étoiles sont sur la Voie lactée. Ce générateur tenace et ancien produit environ 1 million de volts. L'énergie est utilisée pour créer un champ électromagnétique dans cette caméra. Dans le domaine, les électrons chargés négativement qui tournent autour du noyau de chaque atome d'hydrogène sont déchirés, laissant le proton chargé positivement. Les électrons sont laissés pour compte et les protons se précipitent dans l'accélérateur principal. Pendant des années, les scientifiques ont accéléré des protons dans l'anneau géant du CERN, les faisant entrer en collision avec des objectifs immobiles. Mais maintenant, pour la première fois, ce sont les antiprotons, des particules étranges identiques aux protons, mais de charge opposée, puis Bicard est stocké dans le collecteur d'antimatière. Lorsque la matière trébuche avec de l'antimatière, le résultat est l'annihilation mutuelle. L'impact d'un proton et d'un antiproton se libère pendant une fraction minimale de la seconde plus de l'énergie que celle produite par toutes les centrales électriques du monde. Les particules subatomiques qu'elles se détachent de cette minuscule explosion et sont collectées dans les couches cutanées d'oignons de ce gigantesque détecteur de particules. Les 28 de mai 1983 indiquent une particule Z entre les déchets émis par une collision proton et antiproton ont été détectés. La théorie de l'électrodébit a été confirmée. Carlos Blonde, du CERN, a partagé le prix Nobel Physics de 1984 pour avoir conçu l'idée de faire entrer le sujet avec l'antimatière. Ce que nous faisons ici, c'est provoquer de petites explosions. Nous nous concentrons sur un très petit volume d'espace et pendant une très courte période d'énergie pour se reproduire, pour ainsi dire, sur une échelle très modeste, qui était le véritable état des choses dans l'univers dans son ensemble. Le plus grand progrès de la science a été réalisé, je crois, par Galileo Galilei, lorsqu'il a amené la science expérimentale à son juste niveau d'importance. Et je crois aussi que dans une large mesure, notre progrès scientifique est dû à la science expérimentale. Et, je ne le dis pas parce qu'il est un scientifique expérimental, mais parce que je crois que le verdict final est toujours le dernier mot à le phénomène physique. Après le succès de la théorie de l'électrodébit, les scientifiques se sont lancés pour composer les théories générales unitaires si appelées. Ces théories disent qu'à des niveaux d'énergie plus élevés, 3 des 4 forces fonctionneraient comme une seule force. Et encore une fois, il est théorisé qu'une nouvelle particule exotique serait en charge des travaux d'unification, la particule SO appelée X. Comme nous le voyons, un porte-gluon de la forte force nucléaire frappe une particule X et se transforme en porte-électromagnétisme. La santé, un gluon frappant une particule XX peut également devenir un faible porteur de boson de la force faible. Les particules d'énergie vivent dans un temps emprunté. Ils se rencontrent entre l'énergie dispersée dans le vide puis se désintègrent et cessent d'exister à nouveau. Les théories uniformes font de la prédiction étonnante que non seulement l'énergie, mais aussi la matière peut être temporaire. Les grandes théories uniformes peignent avec des couleurs plus intenses la vieille leçon que la naissance implique la mort. C'est le dernier chapitre d'une saga scientifique qui a commencé ici, à Venise, il y a 378 ans. Le 25 août 1609, Galiléo dirigea une procession de sénateurs vénitiens qui, traversant la place, monta au sommet de cette tour pour regarder le sommet de cette tour pour regarder le sommet de cette tour. Galiléo était professeur à l'université de Padoue à l'époque. C'était un enseignant très respecté. Les étudiants sont allés à leur cours. Il avait publié quelques bons livres, mais son contrat était sur le point d'expirer et n'avait pas recueilli suffisamment d'argent pour continuer à enquêter.
Il avait besoin de quelque chose pour conduire sa carrière et l'a trouvé, le télescope. Les sénateurs ont été impressionnés et garanti à Galiléo une position fixe en tant qu'enseignant. Ils l'ont aidé financièrement et s'occupaient des télescopes pour voir des navires dans la mer. Mais Galiléo a essayé ses télescopes dans le ciel, et ses observations l'ont convaincu que les cieux étaient aussi solides et changeants que la Terre. Les observations de Galiléo ont fourni la preuve que les étoiles et d'autres planètes sont des mondes comme les nôtres, composés des mêmes éléments, et qu'ils se comportent selon les mêmes lois physiques, que le monde des grands et des petits remit la main. Et qu'ils ont lié à la Terre à l'univers. Les Vénitiens ont compris que rien dans la Terre ne dure éternellement. Ils étaient des citoyens d'une république levée littéralement sur le déménagement des sables et soutenus par le commerce du commerce maritime risqué. Mais ils pensaient que les étoiles, au moins, étaient immuables. Les œuvres de Galiléo ont changé que, présentant en science l'idée que la Terre fait partie de l'univers, il a jeté la scène pour la découverte ultérieure que même les étoiles vivent et meurent également. De l'époque de Galiléo, les nouveaux télescopes ont observé l'espace extérieur aux échelles dans lesquelles Galiléo n'a jamais rêvé, et les accélérateurs de particules ont examiné le monde des petits. Et partout, un changement a été trouvé. Si les théories générales uniformes sont vraies, même les atomes ne vivent pas pour toujours. La ville où Galiléo a aperçu les indications de la mortalité du ciel est en danger. Venise coule. Ses rues sont inondées de pluie d'hiver. La ville ne pourra pas vivre éternellement. Mais ce n'est pas seul. Le soleil ne sera pas non plus les autres étoiles ou les atomes composés. Kamioka, Japon. Aki, dans une mine principale, une expérience est réalisée pour savoir si les protons sont mortels. Pour minimiser les interférences causées par les particules d'énergie élevées qui nous atteignent de l'espace, l'expérience est réalisée à une profondeur d'environ 3000 mètres sous terre. Les théories uniformes prédisent que le proton ordinaire dure plusieurs milliards d'années et que la collecte d'une énorme quantité de protons, les scientifiques peuvent démontrer ces théories au cours d'un an ou deux d'observations minutieuses. Et c'est ce qui se fait ici. Une fosse équipée de détecteurs sensibles a été excavée puis remplie de 660 tonnes d'eau pure. Si un proton de l'un des milliards de molécules d'eau du réservoir se désintégrerait, il enverrait un indicateur de flash lumineux. Les ordinateurs, surveillant ce flash lumineux, communiqueraient la nouvelle aux espéformes scientifiques. Si les résultats sont positifs, l'expérience confirmerait une hypothèse inquiétante, que tout le sujet de l'univers est un caprice de passager, plus de scène dans la danse sans fin de l'énergie. Si l'électromagnétisme et la faible force nucléaire sont des niveaux d'énergie unis, ils travaillent sur la tentative de résoudre cette énigme. Stephen Hawking est parmi les physiciens les plus éminents du monde, malgré la souffrance depuis plus de 20 ans une maladie progressive du système nerveux central qui a paralysé et laissé incapable de parler. Hawking est à POSIENCHE de la chaise Isaac Newton en tant que professeur de mathématiques à l'université de Cambridge. Lors d'un séminaire tenu à Caltech, ses paroles ont été interprétées par un ancien étudiant physique spécialisé dans la supersymétrie, Nick Warner. Le thème de l'exposition colportait, l'enfance de l'univers. Les conditions des frontières de l'univers sont l'univers. Non, il n'a pas de frontières. Cela semble assez zen, non? Ce que Stephen signifie avec ce temps spatial quelque chose de compact, quelque chose de 4 dimensions. Quelque chose, c'est un multiple général à 4 dimensions. Un compactage à 4 dimensions, une certaine métrique à la surface et également certains champs de phi mais en surface. Je dois alors comprendre que vous avez l'intention que l'effet de l'unification efficace d'une théorie de John Mills ou Super John Mills soit aussi faible que 10 élevé au 14e pouvoir, c'est-à-dire que m peut être autre chose. Cela peut être autre chose. Mais en tout cas, le m est la masse caractéristique de la physique responsable de l'évolution. Génère, c'est la constante de l'inflation cosmologique. Stephen veut ajouter que vous pouvez également expliquer qu'avec cela, vous pouvez également expliquer la flèche du temps. Mais croyez que cela prendrait beaucoup plus de temps que nous. C'est tout. 9 laboratoires peuvent produire l'énergie avec laquelle les 4 forces seraient une seule. Seuls les incendies de la Genèse brûlaient suffisamment pour cela. La recherche d'une simplicité dans le champ atome nous conduit au champ des galaxies et remonte au début des temps. Nous vivons dans une grande galaxie en spirale que nous appelons la Voie lactée. Les astronomes l'appellent le groupe local. Et le groupe local fait partie de la constellation de la Vierge, un archipel des galaxies qui s'étend le long d'un espace de 100 millions d'années-lumière. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'univers se développe. Dans une simulation informatique, basée sur des observations astronomiques, nous assistons à quelque chose auparavant jamais vu par l'œil humain. La dispersion de prophéties de la constellation de la Vierge en raison de l'expansion de l'univers au cours des 50 milliards d'années suivantes. C'est-à-dire, EM. L'expansion de l'univers a été prédite par la théorie générale de la relativité d'Einstein, publiée en 1915. Mais l'idée semblait si extravagante qu'Einstein lui-même l'a rejetée.
Il avait un terme étrange dans les équations sur le terrain pour essayer de rendre son univers resté immobile. Plus tard, Einstein décrirait cette modification de la théorie comme la plus grande erreur de ma carrière. Plus tard, en 1929, l'astronome américain Henry Hubble, qui ne connaissait pas la prédiction de la théorie de la relativité, a découvert que l'univers en vigueur s'étend. L'astronome Alan Sandage, ancien étudiant de Hubble, a consacré une grande partie de sa carrière à étudier l'expansion de l'univers. L'idée est que l'espace lui-même se dilate conduisant à des galaxies. L'expansion crée l'espace. L'analogie cruciale présentée pour la première fois par Eddington en 1930, un an après que Hubble a annoncé l'expansion, c'est que le fait peut être conceptualisé en utilisant la surface d'un globe. Des points sont peints à la surface d'un ballon et se gonflent. Non, nous plaçons l'un des points. Il semble que alors, nous sommes le centre et que les autres points s'éloignent. Maintenant, nous avons laissé le ballon s'échapper et observé ce que font les points. Ils approchent. Et si nous tirons tout l'air d'un ballon parfait, la même surface ne resterait rien. Tous les points se réuniraient au même endroit. Ainsi, chaque point est le centre de l'expansion. Parlez toujours de cela, la même question se pose. Est-il possible de trouver le centre d'expansion? Tout point est le centre. Il n'y a pas de centre au début. Tout était à un moment donné et à chaque point et tous les temps étaient identiques au début de l'époque. Observatoire de Mont Palomar dans le sud de la Californie. Je suis assis dans une machine Harry Viper en quelque sorte, un instrument capable d'observer directement le passé. À la fin de ce tube, bien en dessous de moi, il y a un miroir concave poli qui peut collecter autant de lumière des étoiles que les yeux d'une communauté entière de 20 personnes. La lumière se reflète jusqu'à présent. À travers cette petite fenêtre, vous pouvez voir l'espace à des distances de milliers d'années-lumière et regarder le passé à des milliards d'années de l'histoire cosmique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez collecter une lumière assez ancienne avec un télescope aussi grand que le réflecteur d'ouverture Palomar à 5 mètres. Cette image qui nous vient maintenant est d'une galaxie à 40 millions d'années-lumière. Cela signifie que nous le voyons tel qu'il était il y a 40 millions d'années. Cela semble beaucoup de temps, mais ce n'est qu'une fraction de 1% du temps s'est écoulé depuis le début de l'expansion de l'univers. Si nous voulions réaliser notre position dans l'histoire cosmique, nous pourrions tracer une ligne qui représenterait le temps, à partir de la grande explosion, le début des temps, si nous le comprenons. Et le prendre jusqu'à environ 15 milliards d'années-lumière plus ou moins jusqu'au moment présent. Nous voici dans une galaxie aujourd'hui. Et nous pourrions dessiner un axe vertical qui représentera l'espace. Nous ne pouvons contempler que les événements dont la lumière, traversée l'espace, a eu le temps de nous joindre. Nous pouvons représenter cela en dessinant ce que les scientifiques appellent un cône de lumière. L'angle formé par les côtés du cône est défini par la vitesse de la lumière. La vitesse la plus élevée que ces informations peuvent voyager, comme nous le savons. Une galaxie comme celle-ci, à 40 millions d'années-lumière, est ici, dans notre quartier. Et de la même manière, toutes les autres galaxies que nous pouvons voir clairement sont très proches dans le schéma cosmique. Si nous regardons au-delà, les galaxies deviennent très faibles. Voyons si nous pouvons obtenir ici un système de galaxies. Chacun de ces minuscules points flous si petits qu'ils peuvent avoir du mal à les voir, chacun d'eux est une galaxie souverain d'environ des centaines de milliards d'étoiles plus ou moins et un nombre incalculable de planétas. Mais ces galaxies sont jusqu'à présent que les télescopes existants ne peuvent pas les capturer très clairement, pas même ces 5 mètres du mont Palomar. La plus grande distance à laquelle nous pouvons voir les galaxies dans le maximum absolu est la moitié de la vie de l'univers. Au-delà de cela, ils deviennent trop faibles afin que nous puissions les voir avec des télescopes existants. Mais heureusement, l'univers primitif semble avoir été habité par certains objets appelés quasars. Voir si nous pouvons obtenir l'image d'un quasar. C'est jusqu'à présent que sa lumière a été déformée par une galaxie qui s'interpose entre nous et le quasar et le résultat est une double image. Ces deux points sont en fait une seule lumière qu'Azarchi a parcourue tellement et pendant si longtemps que nous le voyons comme c'était le cas où l'univers avait moins de 5 milliards d'années. Lorsque l'univers avait moins d'un tiers de sa taille et de son âge actuel. Les quasars sont si brillants que des milliers d'entre eux ont été détectés avec les télescopes sur Terre. Et en fait, nous pouvions les voir à des distances encore plus grandes s'il y en avait, mais à de telles distances, 15 milliards d'années-lumière, ni le télescope Palomar, ni aucun autre grand télescope au monde ne trouve aucun quasar. L'explication semble être que nous entrons dans une cravate MPO du passé dans lequel l'univers était si jeune que les étoiles, les galaxies et les quasars n'avaient pas encore eu l'occasion de s'organiser indépendamment de la matière primitive et de commencer à briller. Et pourtant, même avant cela, il est possible de voir une autre forme d'énergie. L'énergie produite par l'explosion qui a commencé l'expansion de l'univers. L'énergie du Big Bang ou de la grande explosion. Cette énergie imprègne l'univers, mais a été si diminuée par l'expansion de cela qui est passé de longueurs d'onde visibles aux ondes radio. Et ce rayonnement d'histoire cosmique, comme on l'appelle, peut être détecté au moyen d'une radio sophistiquée.
OSI a de la chance, en utilisant un appareil de télévision actuel. Tout appareil de télévision couplé à une antenne peut détecter les anciens photons de fond cosmique. Pour les voir, mettez le niveau de luminosité au minimum et accordez-vous dans un canal vide. Non, pas, s'il vous plaît, à la fin de notre programme. 1% des points de neige que vous verrez à l'écran sont des photons publiés par la grande explosion. Les reliques de l'enfance de l'univers, des particules qui se promènent dans l'espace depuis avant la naissance des premières étoiles et galaxies. L'héritage du Big Bang est toujours avec nous. La chaleur libérée par le Soleil et les autres étoiles ne représente qu'une fraction de l'énergie stockée dans les noyaux des atomes au début de l'époque. C'était alors, lorsque l'univers était encore baigné de feu, alors que la nature aurait pu fonctionner simple et merveilleuse qui est intuitée à travers des théories uniformes. Nous avons vu l'observation de la nature à l'échelle subatomique que les structures de la matière et de l'énergie et même la nature des quatre obligent les fondamentaux qui sont censés gouverner leur comportement dans l'univers seraient plus simples sous des niveaux d'énergie extrêmement élevés. Et nous avons vu à travers l'observation de la grande nature à l'échelle dans l'univers des galaxies en expansion que l'univers a commencé précisément dans un niveau d'énergie aussi élevé. Unitant ces deux voies de recherche, les scientifiques ont réussi à dessiner les larges profils de l'histoire cosmique. Dès la première fraction d'une seconde immédiatement après le Big Bang à ce jour. Nous ne connaissons pas du tout tous les détails de cette histoire. Il y a des lagunes. Une grande partie de ce qui a été conjecturé est douteuse, déformée ou tout simplement erronée. Mais même à ce stade précoce de la recherche, il est possible de discerner la grandeur et la beauté et le pouvoir explicatif extraordinaire de ce qui est finalement l'histoire fondamentale de l'histoire de l'univers. L'histoire de la façon dont un simple noyau d'énergie a pu devenir tout ce qui existe aujourd'hui. Pour examiner l'histoire de la Genèse et de l'évolution en détail, supposons que les étapes qui nous amènent à la tour de ce vieux phare pourraient nous emmener dans le passé de l'histoire cosmique, afin que nous puissions examiner chaque fil de la grande tapisserie du temps. Imaginons que chacune de ces fenêtres de phare apparaîtra à une époque antérieure de l'histoire cosmique. De sorte que la première fenêtre nous a montré l'univers tel qu'il était alors qu'il n'avait qu'1 milliard d'années-lumière. Et que chaque étape que nous sommes montés des escaliers d'ici reviendrait lorsque l'univers avait 1/10 de son âge précédent à l'étape précédente, jusqu'à ce qu'il n'atteigne que 100 millions d'années après la grande explosion, puis 10 millions, 1 million et ainsi de suite. En marchant à ce rythme très bientôt, nous aurons atteint la première seconde du temps. Et c'est très important parce que beaucoup de choses se sont produites au cours de cette première seconde. Notre galaxie, ainsi que toutes les autres galaxies que nous connaissons, se sont formées au cours des premiers milliards d'années de l'expansion de l'univers, lorsque le gaz fondamental était encore suffisamment dense pour condenser les étoiles et les galaxies. Nous ne connaissons pas tous les détails concrets de la formation de galaxies, encore moins, mais nous pensons que nous avons une image assez approximative de la Voie lactée au début. C'est ici. Ces premières générations d'étoiles ont été composées presque entièrement d'hydrogène et d'hélium. Il y a eu une vie intelligente dans les premiers jours de l'univers, le tableau périodique placé sur le mur de la classe de chimie de l'école n'aurait eu que deux peintures, l'hydrogène et celle de l'hélium. Une fois que l'univers s'est développé depuis environ 1 million d'années, sa densité avait suffisamment diminué pour que les photons volent librement dans l'espace sans entrer en collision en continu avec d'autres particules. Le résultat a été la naissance de la lumière. C'était également la date de la naissance des premiers atomes. Libres à la fin du harcèlement des photons, les électrons pourraient entrer en orbite autour des noyaux atomiques. Un électron tournant autour d'un proton nous donne un atome d'hydrogène, le plus simple et le plus abondant des éléments. 2 électrons en orbite autour de quelques protons plus quelques neutrons nous donnent un bel atome d'hélium. Mais ces noyaux d'hélium étaient déjà à portée de main. Ce fut le premier moment où les choses s'étaient suffisamment refroidies pour que les protons et les neutrons puissent rejoindre pour former des noyaux d'atomes qui n'étaient pas constamment détruits par la chaleur omniprésente. Maintenant, pour la première fois, les protons et les neutrons peuvent se joindre grâce à la forte force nucléaire. Ils ont tendance à former des tiers et les tiers sont combinés pour former un noyau instable. 2 des protons supplémentaires sur les extra-extra sont expulsés et le résultat est un noyau stable d'hélium. Ce rituel de couplage compliqué semble avoir été très populaire dans les premiers stades. Si populaire que les théoriciens estiment qu'environ un quart de tout le sujet de l'univers a dû se condenser dans l'héliogaz. Et lorsque les astronomes étudient la composition chimique de l'univers en général aujourd'hui, ils constatent qu'un quart environ est lui. Sont ce type de confirmation des théories d'expérimentation qui amènent les scientifiques à penser qu'ils comprennent vraiment quelque chose sur la façon dont les atomes d'hélium se sont formés dans les incendies du Big Bang. Nous entrons maintenant des moments très éloignés. Lorsque l'univers en avait seulement une seconde, la chaleur était si intense qu'elle a même gagné la forte force nucléaire. C'est la force qui maintient les quarks ensemble pour former des protons et des neutrons.
à accent grave. Partir d'ici, même de telles structures fondamentales telles que les protons et les neutrons peuvent exister et l'univers est une soupe de quarks gratuite. 1/10 de seconde, 100 secondes après le début de l'époque. L'univers est maintenant si dense que même les neutrinos, des particules subatomiques si maigres qu'ils peuvent traverser un bloc de plomb solide d'1 milliard de kilomètres sans rien trébucher avec quoi que ce soit. Même les neutrinos, avons-nous dit, sont actuellement contenus dans un bouillon universel de matière et d'énergie. 10 milliards de secondes après le début, la chaleur était suffisamment intense pour que les forces électromagnétiques et faibles soient même rejoints et fonctionnaient comme une seule force unitaire, la force électrodébit. Z particule Z pourrait survenir en abondance avec la chaleur de l'air électrodébit. Les bosons et les photons faibles ont agi alternativement et l'univers n'était pas régi par 4 forces, mais par 3. Lorsque l'univers n'avait qu'une infime fraction de deuxième âge, environ 10 élevé à moins de 35 secondes, pour être plus exact, on pense que la force électrodébit n'était pas encore séparée de la forte force nucléaire. Au cours d'un bref moment, la simplicité naturelle conçue par des théories générales uniformes était une réalité. Les particules X exotiques et les quarks ont froncé les mers subnucléaires. Les gluons, les protons et les bosons faibles ont dansé alternativement. Ainsi, seules 2 forces fonctionnaient dans l'univers le plus primitif, gravité et force électronucléaire ou force générale unifiée, comme on l'appelle. Mais il est possible que même avant, dans l'histoire de l'univers, les choses étaient encore plus simples. Nous avons atteint le premier moment du temps. La fraction du deuxième écoulée depuis le début de l'univers est si petite qu'elle n'a pas de nom. Pour l'exprimer, une décimale doit être écrite puis une rangée de 40 étant de 0. L'univers, tout ce qui existe ou peut exister, était contenu, nous pensons, pour le moment, dans une simple étincelle d'énergie d'expansion rapide, mais encore plus petite que le cœur d'un atome et régie par une simple loi primordiale. Si nous savions ce qui s'était passé à ce moment-là, nous pouvions enfin comprendre les relations entre les lois de la nature et entre l'espace et le temps et entre la matière et l'énergie. Mais nous ne savons toujours pas. Nous manquons d'une théorie qui peut expliquer comment la nature se serait comportée dans ces circonstances extrêmes. Il y en a beaucoup qui recherchent cette théorie. Certains croient que la clé est dans une sorte de gravité quantique, pour lesquels ils ont appelé la théorie des substitutions et la théorie supersymétrique. Et bien sûr, nous ne savons pas ce que cette théorie dira, mais celui qui se retrouve avec cette théorie sera le premier homme qui a jeté un coup d'œil dans le seuil de création. La question la plus fondamentale qui puisse être posée sur l'univers est probablement ce qui l'a fait commencer. Quelle est l'origine du moment de la création? Et c'est probablement le plus difficile à répondre car en cosmologie, la façon de reconstruire l'histoire de l'univers est de reprendre le film. Et pour transmettre le film, les lois de la physique sont utilisées. Les lois physiques que nous connaissons dans le présent sont probablement assez bonnes pour nous placer dans le passé à seulement 10 en moins de 43 secondes de l'explosion ou du moment de la création. C'est beaucoup, mais pour revenir encore plus, nous avons besoin de mornetesse de la gravité. Je soupçonne que nous pouvons toujours nous retrouver dans cette situation, que pour revenir en arrière une fraction minimale de seconde, nous avons besoin de connaissances que nous n'avons pas et je pense que cela peut passer beaucoup de temps, si cela se produit, avant de pouvoir répondre à la question que nous aimerions tous savoir. Qu'est-ce qui a causé la création? Il peut être que l'univers sono a eu un début. Il peut être du temps spatial pour une surface fermée, sans limite, similaire à la surface de la Terre. Mais avec 2 autres dimensions, si l'idée que le temps spatial est fini mais illimité, c'est correct. Que la grande explosion est comme le pôle nord de la Terre. Demandez ce qui s'était passé avant les Big Bang un peu comme je lui ai demandé à la surface de la Terre 1,5 km au pôle nord une question dénuée de sens. S'il y avait le fait de la création, il devait y avoir une cause. C'était la pensée de saint Thomas Aquinas, l'une des 5 façons de démontrer l'existence de Dieu. Si le premier effet est trouvé, vous avez approché la première cause, et si vous trouvez la première cause, et si vous trouvez la première cause, et si vous la trouvez pour la première cause. Que disent les astronomes? En tant qu'astronome, rien ne peut être dit. Sauf que c'est un miracle qui ressemble à un quasi-sobrenatural. Un événement qui a traversé l'horizon et est entré dans la science par le Big Bang. Pouvez-vous aller dans la direction opposée, traverser de l'autre côté de la barrière et enfin donner la réponse? Pourquoi quelque chose est-il émergé de rien? Non, vous ne pouvez pas. La science ne peut pas. Mais il y a encore un mystère incroyable. Pourquoi y a-t-il quelque chose en place? Les anciens Chinois ont conçu l'être provenant de leur contraire, pas d'être. Rien n'a écrit, produit l'univers, l'espace et le temps. Les mythes préhistoriques ont peint la Genèse en termes biologiques. Le Dieu primitif est devenu un œuf bleu clair. Dans la tradition judéo-chrétienne, la création impliquait un ordre provenant du chaos, la lumière de l'obscurité. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre a été informée et vide, et l'obscurité a couvert la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur le visage des eaux. Et Dieu a dit, la lumière est faite.
Une cathédrale était l'équivalent médiéval d'un accélérateur de particules géant. La France au XIVe siècle a proportionnellement dépensé plus en cathédrales que les États-Unis pour envoyer un homme sur la Lune dans les années 60. En tant que vaisseau spatial ou accélérateur de particules, les cathédrales ont favorisé la technologie existante à la limite. Cette cathédrale, celle du Beauvais, en France, celle avec la hauteur la plus élevée du monde, s'est effondrée 2 fois et a dû être reconstruite. Souvent, à la religion et à la science, est présentée comme s'il était des adversaires. Mais la science doit beaucoup à la religion. La science moderne commence à la Renaissance avec la redécouverte de l'idée grecque ancienne que la nature est rationnellement compréhensible. Mais depuis le début, la science a incorporé une autre idée tout aussi importante. Que l'univers est en fait un univers, un seul système régi par une simple série de lois. La science a pris cette idée de la croyance judéo-chrétienne et musulmane en un seul Dieu. Exécutez-moi pour lire une prière. C'est le Seigneur notre Dieu, super est sa puissance et sa sagesse est infinie. Contournez, le glorifiant le soleil et la lune, et vous les planètes, à cause de lui, avec lui et en lui, il y a toutes choses, toutes les perceptions et toutes les connaissances. Cette prière a été écrite au XVIIe siècle non pas par un prêtre, mais par un astronome, Kepler, qui a découvert les lois qui régissent le mouvement des planètes. Les fondateurs de modernes sciences, Kepler et Copernic et Sam Newton, et même Galiléo malgré tous ses problèmes avec l'Église, étaient des hommes profondément religieux. Je ne dis pas que vous devez croire en Dieu comme un scientifique. Athènes et agnostiques ont été des prix Nobel, car ils ont été chrétiens et juifs et hindous et musulmans et bouddhistes. Mais la recherche scientifique moderne, en particulier la théorie uniforme, cette stique du triomphe de la croyance ancienne que toute création pourrait être régie par un principe unique et élégamment beau. Les prêtres du Moyen Âge ont construit leur cathédrale en pierre, mais ils l'ont fait pour exprimer des idées. Les pierres ne peuvent atteindre qu'une certaine hauteur, mais les idées peuvent traverser l'univers. Wilson Hall. Wilson Hall, siège de l'accélérateur de particules Fermilab, a été conçu en partie basé sur la cathédrale de Beauvais. Robert Wilson, le physicien et sculpteur qui a construit Fermilab, a déclaré qu'il se sentait impressionné par ce qu'il a appelé des similitudes curieuses entre les cathédrales et les accélérateurs. Alors que les cathédrales atteignirent des hauteurs impressionnantes dans l'espace et que les accélérateurs atteignent des niveaux d'énergie sans précédent et la façon dont les deux incarnent ce que Wilson a appelé une dernière expression. Mais quelles que soient les similitudes entre Fermilab et la cathédrale Beauvais, il existe également de profondes différences entre elles et entre la science et la religion. Les théories scientifiques sont limitées par les résultats expérimentaux. Le Fermilab est suralimenté à des énergies de plus en plus élevées pour soumettre de nouvelles théories à des tests de plus en plus rigoureux. Les hommes et les femmes qui ont construit Fermilab partagent la croyance scientifique que l'univers est rationnellement compréhensible et a construit cette machine pour tester leur foi. Broken Symmetry, une sculpture Wilson qui monte à l'entrée de Fermilab, exprime l'une des croyances de la physique moderne, que l'univers aurait pu commencer dans un état de symétrie parfaite. Les théories disent que la question a été condensée de l'énergie lorsque l'univers primitif a commencé à se développer et à se refroidir, que les formes proviennent des masses rapports telles que des cristaux de glace lorsqu'un lac a gelé. O, A, c'est-à-dire, et M. Les symétries mathématiques que les théories uniformes ont exposées comme fondement de la loi naturelle sont plus subtiles et complexes que celles des flocons de neige, mais le principe est le même. Il implique que nous vivons dans un univers cristallisé de symétrie brisée. Merci d'avoir vu la vidéo. La symétrie parfaite peut être belle, mais aussi stérile. Un espace symétriquement parfait ne signifie rien. Dès qu'un objet est introduit dans cet espace, la symétrie est brisée, créant la signification de l'emplacement. Il y a un endroit où se trouve l'objet et un autre où il ne l'est pas. Et à partir de là, nous révélons toute la géométrie de l'espace telle que nous la connaissons. Le temps symétriquement parfait signifie que rien ne peut arriver. Au moment où nous avons un événement, la symétrie est brisée et le temps commence à couler dans une direction donnée. Nous vivons dans un univers dans lequel les objets et les événements abondent, ce qui signifie qu'il est imparfait, que les symétries de l'univers dans lesquels nous vivons sont brisées. Il se pourrait que nous ayons la même origine de notre univers à l'imperfection qui implique la rupture de la symétrie absolue, du vide absolu. Il y a même une théorie pour cette approche. Il est appelé le vide de la Genèse et suggère que l'univers a commencé comme une seule particule qui est née d'un vide absolu. Par étrange qu'il semble, cette idée ne viole aucune des lois physiques connues. Nous avons vu comme de vraies particules proviennent constamment d'un vide et retombent dans la non-existence. Il semble y avoir une limite pour la taille et la longévité des particules créées de cette manière. Il est possible qu'il n'y ait pas eu un absolu dont une particule si puissante est apparue qu'elle aurait pu donner naissance à l'univers entier. Ce n'est pas très probable. Mais cela n'aurait dû se produire qu'une seule fois. La théorie du vide de la Genèse est une nouvelle idée et personne ne sait si elle est vraie ou non, mais satisfait deux des critères d'une théorie scientifique solide.
Il semble si étrange qu'il soit absurde. Et comme l'univers lui-même, plus il est connu, plus il semble beau. Rien n'aurait pu émerger l'étincelle de la Genèse. Alors que l'univers s'est étendu et refroidi, l'obscurité est descendue. Puis la lumière est née avec la formation des premières étoiles. Chaque étoile est un four nucléaire où la matière est introduite en libérant un peu d'énergie héritée de la première boule de feu. Merci à l'imperfection, aux symétries brisées qui ont provoqué les différences entre les particules et les forces, les atomes pourraient rejoindre les molécules. Et les molécules se lient à la vie. Et la vie cède la place à la pensée. Et la pensée génère des théories sur la création de l'univers. Il n'y a rien de plus mort qu'une équation. Vous écrivez une équation dans une tuile sur le sol et dans une autre tuile, vous écrivez une autre équation que vous pensez que cela peut être une meilleure description de l'univers. Et vous continuez à écrire des équations avec l'espoir de trouver une équation de mieux en mieux pour expliquer ce qu'était faire l'univers. Et quand vous avez terminé avec toutes les tuiles, et que vous devez quitter la pièce, déplacez votre baguette magique et commandez aux équations qui n'obtiennent pas d'aile et volent. Et cependant, l'univers vole. Il a une vie que les équations n'ont pas. Yessa, la vie est la même vie dans laquelle nous sommes immergés. La grande explosion a émergé un système non chaotique. Sinon, la relation de cause à effet qui existe sera impossible. Ainsi, la conception que l'on voit dans l'univers peut être aussi naturelle que le résultat des équations différentielles. Mais le mystère est, pourquoi le monde est-il susceptible d'être décrit en termes d'équations différentielles? Et c'est la réponse que la physique nous donne. Toujours, les étudiants ont été déconcertés par les formules que les grands scientifiques ont découvertes. Mais l'univers fonctionne basé sur ces formules. L'univers que nous observons n'est donc pas un phénomène occasionnel. Je trouve que c'est une nature aimante et un travail pour préserver le niveau des paniers et des oiseaux et d'autres animaux et habitats en général, qui est très lié à l'intérêt par les. Vous pouvez voir les lois de la nature, comme la nature fonctionne, par exemple, du point de vue de la physique fondamentale. Pour moi, tout cela fait partie du même tout, la beauté que la nature montre dans certaines créatures sauvages. Comme les kochas géants en Amazon Pérou. Cette beauté pour moi est liée à la beauté que nous apprécions lorsque nous étudions les lois fondamentales de la physique. Ce sont tous des moyens différents qui ont la nature de nous montrer leur beauté. Depuis qu'il avait 13 ou 14 ans, j'ai toujours voulu savoir. Comment l'univers a-t-il fonctionné et pourquoi? Et pourquoi est-ce comme ça? Maintenant, j'ai un léger idéal de comment fonctionne l'univers. Mais je comprends toujours vraiment pourquoi. Einstein disait que l'univers le plus incompréhensible est qu'il est compréhensible. C'est une vieille énigme. Qu'y a-t-il dans l'esprit humain si conformément à l'univers que nous sommes capables de comprendre quoi que ce soit sur le fonctionnement de la nature à la plus grande échelle? C'est un problème philosophique, je suppose, mais la science a été en mesure de nous fournir une petite partie de la réponse. Lorsque nous étudions les particules subatomiques et les étoiles et les galaxies, nous obtenons partout que l'univers est en une seule pièce et qui a commencé comme une seule graine plus petite qu'un atome. Et dans un vrai sens, vous et moi étions là. Chaque partie de la matière et de l'énergie de notre sang et de nos os et des centres nerveux de nos pensées peuvent ramener leur lignée jusqu'à atteindre l'origine de l'univers. Les lois naturelles qui ont été fragmentées et multipliées alors que l'univers s'est étendu et refroidi continuent de fonctionner aujourd'hui dans les rythmes de nos cœurs et dans les trajectoires des étoiles. Comme le dit le Coran, l'univers est aussi compact que les veines de notre cou. L'évolution de l'univers continue, non pas autour de nous, mais en nous. Nos pensées et nos sentiments font, après tout, une partie de l'univers. Son histoire est aussi notre histoire. Merci de regarder la vidéo.